Moi, j'aimerais bien que vous nous expliquiez l'histoire commune, par exemple, qu'on a avec la Slovénie. On est plus proche, historiquement parlant, des pays du Maghreb que des pays de l'Est, dans les faits historiques. La Slovénie a appartenu à l'Empire austro-hongrois. Je crois que nous avons eu plusieurs reines de France qui ont été les Habsbourg et donc qui participent de cet empire austro-hongrois. Donc on a effectivement une histoire commune avec la Slovénie, avec la République tchèque, avec l'Autriche, avec la Pologne, avec la Roumanie, oui. On est moins proche des pays du nord de l'Europe que certains pays d'Afrique. Nous partageons une culture et une identité commune. Erasme, Kant sont quand même des grands auteurs et penseurs de l'Europe. C'est bien ça qui fait l'identité européenne. C'est les cathédrales gothiques que l'on trouve de l'Espagne jusqu'aux Pays-Bas. Ce sont les palais baroques que l'on trouve dans toute l'Union européenne. C'est ça notre identité et notre culture commune en tant qu'Européens. Merci. Je voulais aussi réagir. Je pense que l'Europe, c'est aussi beaucoup une culture judéo-chrétienne. Et donc, c'est là où ça va nous différencier avec les pays du Maghreb qui sont plus sur une culture islamique. Et du coup, notre base de droits sont centrées en fait sur le droit romain. Donc, on a un peu cette manière de faire qui va être commune, même si ça n'empêche pas qu'il y ait l'existence d'une diversité au sein de l'Europe. Et effectivement, il y a des minorités musulmanes au sein de l'Europe, en Serbie et en Croatie, il me semble. Donc ça existe et c'est un choix en fait qui est fait. Quand on fait une fédération, on fait un choix et du coup, pourquoi on a fait ce choix-là et pas un autre, je ne sais pas, mais l'idée c'était de se mettre en commun et oui, je pense que ça serait aussi intéressant de se mettre en commun avec les pays du Maghreb, donc avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Tunisie, mais est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce que les États du Maghreb sont prêts à le faire aussi? Jusqu'à où on a envie d'aller? Et c'est une question de dialogue. Et le dialogue, il s'est fait avec par exemple, la Slovénie. Et je pense que c'est intéressant qu'il se fasse avec d'autres aussi. Mais le Maroc, il me semble que le Maroc a demandé à entrer dans l'Union européenne et que ça a été refusé. Ça a été refusé parce qu'il est sur le continent africain. Par définition, l'Union européenne est sur le continent européen. Ça nous paraît de la première définition, c'est la géographie. Justement, ce principe-là me dérange parce que tout à l'heure, vous disiez qu'on était en guerre. On est en guerre principalement contre des pays avec de confession musulmane. Il y a vraiment, là, on a la sensation d'arriver sur le choc des civilisations. Ils ont le pouvoir décisionnel que s'ils atteignent la majorité qualifiée. Et là, actuellement, il faut que deux conditions soient réunies, que 55% des États aient voté dans le même sens, et que ces 55% d'États représentent au moins 65% de la population globale de l'Union européenne. Donc en fait, ça arrive, à ma connaissance, c'est pas arrivé. Et du coup, c'est ce qui permet de donner les pleins pouvoirs à la Commission européenne. La majorité qualifiée, c'est pour le Conseil de l'Union européenne. Les États membres, le Parlement européen vote à la majorité simple, comme toute assemblée. Sauf qu'elle parlait du Conseil des ministres. Le Conseil de l'Union européenne qui vote à la majorité qualifiée. Il vote pratiquement qu'à la majorité qualifiée. Oui, dans 80% des cas des actes législatifs. Sauf sur la finance, la diplomatie, la défense et la sécurité sociale, parce que les États ne veulent pas laisser ces thèmes à la majorité, préfèrent le garder à l'unanimité pour pouvoir bloquer. Non mais c'est intéressant cette histoire de majorité qualifiée parce qu'au début de l'Union européenne, il fallait qu'ils aient l'unanimité de tous les pays pour prendre toutes les décisions. Quand ils étaient 6 États, 10 États, 12 États, et puis bon, c'était tous des pays riches quand même au début. Et ils ont changé ce système de l'unanimité quand ils ont fait rentrer de plus en plus des pays moins développés, moins riches, et voilà, notamment les pays de l'Est, parce qu'ils ne voulaient surtout pas que un petit pays comme la Slovénie aille bloquer une décision qui arrange la France ou l'Allemagne. Et donc, ils ont fait un système effectivement extrêmement compliqué de pourcentage de population, de calcul, etc. Donc, en gros, si la France et l'Allemagne se mettent d'accord sur un sujet et trouvent l'accord d'un troisième pays, c'est bon, ça passe, quoi. Donc, non, non, il faut 16 pays sur 28. 16 pays quand même. Ouais, ça passe pas. Bon, voilà. Mais la France et l'Allemagne, je suis d'accord, ont quand même un poids important. Il y a un point de pression. C'est quand même ça l'idée. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est quand même ça l'idée. Vous n'allez pas. Oui, non, mais... d'accord.
Non, mais justement, toute la contrainte est là, en fait. Il faut 16 pays sur 28 au minimum, et que ces 16 pays représentent 65% de la population totale. Donc si on ne l'atteint pas, je vous les montre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Si le Conseil des ministres ne l'atteint pas, des ministres européens, la décision finale revient à la Commission. Non, donc c'est elle qui propose. La Commission européenne n'a pas le droit de vote et de décision. C'est le Parlement et le Conseil de l'Union européenne qui codécident. La Commission européenne ne fait que proposer. La Commission européenne est à l'origine, elle a le monopole de proposition des lois. Ensuite, ça passe par un vote du Conseil du Conseil de l'Union européenne qui vote, sauf que s'il n'atteint pas la majorité qualifiée, il n'a pas de pouvoir décisionnel. Ensuite, c'est au tour du Parlement de voter, mais même s'il est contre, il n'a pas de pouvoir décisionnel, il est purement consultatif, pour vérifier que ce soit en accord avec les traités. Donc, finalement, la décision finale revient à la Commission, qui est à l'origine du processus de proposition de loi. Donc elle a tous les pouvoirs. Alors la Commission européenne a le droit d'initiative, on est tout à fait d'accord, mais elle n'a pas le droit de vote. Le vote est le principe de codécision par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Ce sur lesquels nous sommes tous d'accord, je pense, c'est qu'effectivement, il faut donner beaucoup plus de pouvoir au Parlement européen parce que c'est la seule instance qui est directement élue par les citoyens. Le Conseil de l'Union européenne, on l'a dit, ce sont les ministres des gouvernements. Le Conseil européen sont les chefs d'État et de gouvernement. Alors certes, ils sont issus d'une majorité qui est le résultat à un moment donné de vote, mais ils ne sont pas élus directement. Et donc il faudrait faire effectivement en sorte que le Parlement européen ait un pouvoir entier et complet sur toutes les politiques européennes, qu'il puisse voter absolument dans toutes les politiques européennes. Ça, effectivement, on serait dans un élément de démocratie la plus importante. Donc, je pense que là, on peut être toutes d'accord sur ce point, qui est de donner encore plus de pouvoir au Parlement européen. Il y a une décision qui a été prise du fait que les commissaires européens ne peuvent pas rentrer dans des entreprises ou des secteurs de lobbying, dans le secteur duquel ils étaient en charge 5 ans après la fin de leur mandat de commissaire européen. Ça, c'est une décision effectivement toute récente et qui va s'appliquer aux commissaires qui vont sortir là. Effectivement, à cause de la jurisprudence Barroso qui est plus que regrettable, et c'est très léger de le dire de cette façon. Je pense que, encore une fois, c'est une question d'intérêt privé et de quel est le lobby auquel il va se mettre derrière. On commence à être dans des démarches financières qui vont desservir des pays ou d'autres intérêts par rapport à l'Union européenne. Je pense que là, on peut se poser la question de quelle a été l'utilité de ce commissaire d'avoir fait des mandats et de finalement être dans un retournement de veste. Il y a un problème de comment on présente les personnes justement qui sont censées nous représenter et comment on les voit. Tout à l'heure, on a parlé de la démocratie. C'est sûr qu'il y a un affaissement démocratique quand on voit toute la corruption par rapport au lobby, quand on voit les personnes qui se tournent vers ses intérêts et qui se servent pour eux-mêmes. Donc là, il faut faire un travail derrière et prendre les sanctions juridiques du coup qui s'opposent à ça. Ouais, moi je crois qu'il ne faut pas s'étonner que quelqu'un fasse un bout de sa carrière dans les institutions étatiques, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau national, parce que c'est la même chose au niveau de l'État français, je le redis, et après dans les entreprises privées. Ils font le même boulot, ils sont au service des mêmes donneurs d'ordre, que ce soit quand ils occupent leurs fonctions où ils sont soi-disant les représentants du peuple, mais ça c'est du baratin, enfin des soi-disant représentants du peuple qui sont toujours en train d'expliquer qu'il n'y a jamais d'argent pour les services publics, qu'il n'y a jamais d'argent pour l'éducation, pour les hôpitaux, etc. Par contre, il faut faire des aides, là, le CICE, qui a été quand même fait par le gouvernement Hollande, qui est prolongé par Macron, des dizaines de milliards qui sont déversés aux entreprises. Oui, les ministres qui font cette politique-là au gouvernement, qu'après ils aient un poste très important à la tête d'une entreprise du CAC 40, c'est normal.
Ils font le même boulot à différents postes de la société. Ils défendent les intérêts des capitalistes, des plus riches, etc. Mais justement, ce que j'explique, c'est que moi, je trouve pas ça normal et qu'on aimerait... Oui, je sais que le moi, c'est très idéaliste, etc. Je pense qu'en tant que du comité de génération et en tant que représentante du mouvement, il y a cette capacité que des politiques peuvent nous être utiles, peuvent nous aider, peuvent nous servir. Peut-être qu'on les trouvera dans 15 ans, dans 30 ans, je sais pas, dans un autre millénaire. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais moi j'en suis convaincue que ça peut arriver, qu'il y ait des personnes, pas forcément ce gouvernement qui ignore la crise lycéenne, qui ignore la crise des Gilets jaunes. Ça, je suis totalement d'accord avec vous et je vais pas vous contredire sur ça. Par contre, je suis convaincue qu'il y a des personnes qui veulent porter nos idées, qui veulent porter nos mouvements, nos valeurs, et qui sont là pour ça, et qu'on peut avoir encore une confiance en ces personnes-là. Sauf que ça ne s'est jamais vu dans le passé. Ça ne s'est jamais vu, mais tous les progrès sociaux, que ce soit pour la condition des travailleurs, des lois qui protègent sur le temps de travail, etc., que ce soit pour la condition des femmes, ça a été des combats et des luttes. Et les gouvernements, ils étaient obligés de concéder des choses parce qu'il y avait un rapport de force, parce qu'il y avait des luttes. Et je vois bien là, on voit bien ressurgir la gauche qui refait non, mais on va pas refaire les erreurs du passé, on va faire complètement différent d'avant. Mais c'est à chaque fois le même coup. Croire qu'on va voter pour des gens et qu'une fois au pouvoir, ils vont faire des choses dans l'intérêt du monde du travail, c'est une illusion. Et c'est une illusion qui nous coûte cher. Parce qu'à force de décevoir, la gauche, regardez ce qui se passe dans l'Europe. C'est l'extrême droite qui monte. C'est les souverainismes. C'est, faut sortir de l'Europe. Et forcément, le souverainisme, pour moi, dire... On va revenir à nos frontières, et on aura vachement plus de pouvoir. C'est pas vrai. Tout ça, c'est la manifestation de cette décrépitude de cette société aujourd'hui, de cette crise, que les partis qui sont succédés au pouvoir, ils n'ont aucune solution. Parce que comme ils ne veulent pas remettre en cause le capitalisme, ils n'ont pas de solution. Et donc, on recule. Et aujourd'hui, oui, suite à la déception de tous ces partis de l'alternance classique gauche-droite, qui c'est qu'on voit monter ? C'est Salvini en Italie, c'est Orban en Hongrie, c'est ces gens-là qui veulent remettre des murs et des frontières, et surtout qui veulent que les capitalistes italiens puissent continuer à exploiter les travailleurs italiens, etc., qui veulent pas remettre en cause le fond. Et c'est la responsabilité aussi de ces gouvernements de gauche d'avoir tellement déçu les gens qu'ils vont chercher ce genre d'idées franchement complètement réactionnaire, et que c'est un danger mortel d'opposer aujourd'hui les pauvres, de désigner les migrants comme des boucs émissaires, de désigner... La gauche a fait ça, désigner les migrants comme... L'extrême droite qui monte aujourd'hui, c'est un danger mortel. Mais je pense que les gouvernements de gauche, ils ont une responsabilité dans cette situation. Les entreprises sont sur le marché, elles influencent directement les lois et elles influencent directement les commissaires. Et elles ont une réelle influence. Oui, c'est pas parce qu'elles en ont une maintenant qu'il faut baisser les bras et dire qu'elles en auront toujours. On peut aussi revenir à d'autres éléments et revenir aux fondamentaux de pourquoi on a fait l'Europe. On a fait l'Europe pour être solidaires entre nous. On l'a oublié, ça serait bien qu'on se souvienne de ces valeurs-là, la solidarité, et remettre du social dans l'Europe. Ça me semble être effectivement des éléments de base. Mais ça a été toujours, tout le temps, se serrer la ceinture, se serrer de plus en plus la ceinture pour nous, pour notre pays. La destruction des services publics, vous en parliez tout à l'heure, les délocalisations, du coup de moins en moins de travail, l'augmentation de la CSG, etc. Ça, vous disiez, les traités européens n'y sont pour rien, mais c'est la conséquence directe de toute cette organisation-là. Quand un groupe richissime comme Carrefour paye ses caissières au SMIC, c'est parce que c'est l'Europe qui lui a dit ? Je pense pas, non. Eh ben non, c'est parce que... non, mais... c'est l'exploitation capitaliste. Les gens qui ne peuvent pas se soigner, il y a 30% de Français qui retardent ou qui ne se soignent pas. Oui, ce sont les conséquences directes de l'Europe. Voilà.